Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire TESCO sur l'évaluation et les aspects à traiter en termes de gestion des anomalies. Cette présentation vous est proposée par TESCO dans le cadre de son travail de participation et d'amélioration du marché d'une part, et dans le fait que TESCO n'est pas uniquement une société qui fait du profit. Comme vous le savez peut-être, TESCO est spécialisé dans la fourniture de services et de transfert de compétences en test de logiciels. Fort de notre quinzaine d'années d'expérience, nous sommes spécialisés dans l'amélioration des tests par la formation. Nous sommes en effet les seuls en France, et je crois aussi au Canada, à couvrir tous les niveaux de l'ISTQB et à fournir en plus des classes virtuelles et du cours en ligne. Nous aidons nos clients à améliorer la rentabilité et l'efficacité de leur processus de test afin qu'ils puissent livrer à temps, moins cher et avec un niveau de qualité accru. Nous proposons aussi des services tels que la vérification et l'exécution de campagnes de test et de plateformes mobiles, tablettes et smartphones avec la certification CMAP, la mise en place de services de test depuis l'encadrement ou la fourniture d'équipes de test jusqu'à la mise en place de centres de test de logiciels avec un référentiel méthodologique complet. La sécurisation des systèmes d'information avec les normes ISO 27000 à 27005 vous permettent de garantir le niveau de qualité de vos systèmes. Nos clients sont en général des sociétés du CAC 40 et de grands groupes, y compris des PMI, en France, mais aussi à l'étranger. Je vous propose de commencer. Je pense que maintenant, la majorité des participants inscrits sont présents. Bien. L'être humain est imparfait. Nous pouvons tous nous tromper, que ce soit pendant la conception du code ou pendant la rédaction des différentes exigences qui peuvent être ambiguës ou incomplètes, voire contradictoires. Que ce soit en termes de spécification, d'exigence, de code, d'architecture, mais aussi pendant la conception et l'exécution des tests. De plus en plus, les logiciels conçus sont complexes et de très grande taille, donc le nombre d'anomalies sera important. Selon Capers-Jones, le nombre d'anomalies introduites par point de fonction est de l'ordre de 5 anomalies par point de fonction. Quelques-unes sont directement identifiées par les développeurs et donc ne sont pas à traiter par les testeurs, mais en moyenne, aux alentours de 2,5 ou 3 anomalies sont trouvées par point de fonction. En général, un point de fonction fait entre 100 et 150 lignes, ce qui veut dire que sur 10 000 lignes, eh bien, nous aurons plus de 300 anomalies à peu près. Ce webinaire est basé sur notre expérience de plus de 15 années et traitera des divers points suivants. Le fait de ne pas avoir de gestion d'anomalies, de processus défini de gestion d'anomalies. Le fait de séparer les anomalies du suivi de hotline, le fait de ne pas prendre en compte le cycle de développement qui peut être différent et selon les cycles de développement d'utiliser le même mode de gestion d'anomalies. Nous allons aussi voir les aspects de précision ou d'imprécision dans les étapes de reproduction des anomalies, les problèmes tels que des commentaires négatifs sur des personnes ou des services, l'absence d'informations de configuration, de version et d'environnement, voire l'absence de triage, de groupe de gestion du triage des anomalies qui nous permet de déterminer ce qui doit être corrigé tout de suite et ce qui devrait être corrigé plus tard. Nous allons voir aussi les soucis liés à l'absence d'historique, liés aux défauts, de reporting insuffisant n'entraînant pas d'amélioration, ou le souhait de certains de tout corriger. Si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à les envoyer dans notre, tout au cours, au long de ce webinaire. Nous y répondrons en fin du webinaire. Bien, je vous propose que nous commencions avec le premier élément. Certaines sociétés décident de ne pas avoir de processus de gestion d'anomalies. Bien. Statistiquement, la correction des anomalies introduit souvent d'autres anomalies. Il est un fait que si un développeur se trompe de l'ordre de 3 à 5 anomalies aux 150 lignes,
Eh bien, toute correction de 150 défauts, de 150 lignes de correction, générera probablement entre 3 et 5 anomalies. Donc, si ces anomalies sont gérées sans processus et sans outils, il est certain qu'un certain nombre d'entre elles ne seront pas correctement traitées. La gestion des anomalies est donc une chose à implémenter très tôt sur le projet, idéalement lors de l'initialisation du projet, du début du projet, afin de suivre les anomalies, qu'elles proviennent d'exigences du contrat, de spécifications, d'architecture, etc. Dans la mesure du possible, on va aussi essayer de prévenir leur apparition de façon à éviter que les développeurs ne conçoivent quelque chose basé sur des anomalies ou sur des spécifications incorrectes, et donc qu'il n'est pas derrière à devoir supprimer ces défauts, et bien entendu que l'équipe de test n'ait pas à devoir les identifier pour les faire supprimer ensuite. Il est évident qu'il est aussi nécessaire de suivre les anomalies. Avoir un bon processus et un bon outil de gestion des anomalies dès le début du projet est une manière de noter, de suivre et de s'assurer de la correction des anomalies, quel que soit le moment où elles sont trouvées. Il est incorrect de penser qu'une autre personne sera capable de trouver à nouveau une anomalie que nous venons de trouver. Dès qu'une anomalie est identifiée, elle devrait donc être introduite dans l'outil de gestion d'anomalies afin d'être traitée. Quand je dis traiter, je ne veux pas dire corriger, je veux dire que l'on prenne une décision sur le mode de traitement, correction, report, etc. à faire pour cette anomalie. Bien. Il est évident que au plus rapidement nous identifions une anomalie et nous la corrigeons, au moins cela va nous coûter cher. C'est le principe de confinement d'erreurs. Et le principe est ici que nous essayerons de regrouper dans le même processus ou dans un processus proche toutes les activités de conception et aussi de correction de cette conception afin d'éviter que les anomalies ne se propagent. Autre élément, quand on est en train de concevoir quelque chose et de réaliser quelque chose, toutes ces informations sont encore relativement proches et proches en mémoire et claires, et de ce fait, corriger ces anomalies est beaucoup plus facile et beaucoup plus rentable. Cette phase est appelée l'aspect de confinement en phase, en anglais phase containment. Il est aussi possible de prévenir l'introduction de défauts dans le logiciel, mais aussi dans les tests, de façon à créer des logiciels et des tests sans défaut et donner plus de temps à l'équipe de test pour trouver des anomalies qui auraient pu passer au travers de le filtre et fournir plus de temps à l'équipe de développement pour corriger les anomalies qui ont été identifiées. L'existence d'anomalies veut donc dire indirectement que le processus de conception n'est pas entièrement correct et que s'il n'est pas changé, il y a de fortes chances que d'autres anomalies soient créées en même temps que le processus incorrect de conception du logiciel ou de conception des tests d'ailleurs. L'identification des anomalies et leur suivi permet d'éviter de reproduire les mêmes erreurs dans le futur et, partant, d'améliorer la qualité des conceptions futures. Cela veut dire qu'il est nécessaire de mesurer, d'évaluer l'avancement statistique et la répartition statistique des erreurs, ce qui ne peut se faire que quand on a un bon outil de gestion d'anomalies. Bien, voyons le deuxième point. Séparer la gestion d'anomalies de la outline. Les équipes de développement et de test qui s'occupent de la conception de nouveaux logiciels ou de la modification de logiciels existants identifient des défauts qui ne seront pas toujours corrigés. Nous avons bien entendu des anomalies qui sont connues. Si certaines anomalies connues ne sont pas corrigées, par exemple qu'elles soient corrigées, considérées comme mineures, elles seront livrées aux clients avec le reste de l'application. Quand les clients trouveront ces anomalies, ils souhaiteront contacter les services de support, le helpdesk, la hotline, soit pour avertir de l'anomalie, soit pour demander une nouvelle version corrigeant cette anomalie. Et bien entendu, savoir quand cette nouvelle version sera disponible. Si les équipes de support ne sont pas averties de l'existence d'anomalies, le premier appel nécessitera bien entendu un travail de recherche nettement plus important pour le hotliner, ce qui est bien entendu
un coût. Le fait d'informer de façon automatique ou manuelle les équipes de support hotline des anomalies connues qui ont été mises en production est donc une manière de réduire les coûts et les délais du support client, améliorant de la même manière la satisfaction des clients, même s'ils identifient des anomalies. L'exportation d'informations depuis l'outil de gestion d'anomalies vers l'outil de gestion des remontées clients est une manière efficace de transférer l'information et de limiter ce problème. Nous avons aussi des cas d'anomalies non connues. Il est évident que malgré l'effort important de tous les acteurs, testeurs, développeurs, etc., un certain nombre d'anomalies seront découvertes par les clients et les utilisateurs. Les personnes en charge du support client sont certainement les premiers contactés. Donc, après un certain temps d'exécution du logiciel, sa présence en production, etc., le référentiel d'appel client devrait comprendre des anomalies qui n'ont pas été identifiées lors de la phase de conception de l'application et de la phase des tests initiaux. Ces informations, associées à ces anomalies de production, sont similaires aux informations identifiées lors de la conception de la maintenance. Exemple, quand l'anomalie a été trouvée, quelles sont les activités, etc. Parmi les anomalies non connues, nous avons les anomalies qui reflètent des risques qui ont mal été identifiés ou des éléments qui ont été incorrectement testés. Il est donc nécessaire pour le test manager de réévaluer ses propres analyses de risque, celles qui ont permis de concevoir les tests, et de concevoir de nouveaux tests pour couvrir ces anomalies non connues, ces risques incorrectement identifiés. De la même manière, une statistique basée sur la gestion des anomalies, y compris des anomalies remontées par le hotline, permettra de comprendre pourquoi ces éléments n'ont pas été correctement identifiés. Avoir un transfert automatisé de ces anomalies de hotline vers l'outil de gestion des anomalies permettra de faciliter ces opérations. Nous pourrions aussi avoir parmi les anomalies non connues des suggestions ou des demandes de la part des clients qui pourraient se traduire en exigences pour une version future de l'application. L'exportation de ces suggestions vers un outil de gestion d'exigences pourrait être utile. Les équipes de suivi hotline, de support client ou de premier niveau sont souvent les mieux placées pour identifier les parties de l'application où les utilisateurs ont le plus de difficultés. En plus de la détection d'anomalies, ces difficultés peuvent se traduire par l'identification d'améliorations potentielles de l'application. Il est donc important, pour améliorer la qualité future de l'application, que ces améliorations potentielles soient remontées vers l'équipe de développement, l'équipe de triage pour déterminer l'urgence d'implémentation, mais aussi vers l'équipe de test afin d'améliorer, par exemple, les tests d'ergonomie. Tout le monde se rend bien compte, je l'espère, de l'intérêt d'adapter le processus au cycle de développement logiciel. Nous avons divers types de cycles, les développements séquentiels et itératifs. Dans celui-là, par exemple, ou dans ceux-là, par exemple, ce-ci est relativement simple. On définit un processus et un outil que l'on va implémenter, puis on ajoute au fur et à mesure de leur découverte les anomalies. Ces anomalies sont ensuite gérées comme le prévoit le processus et corrigées avant que ces corrections ne soient implémentées dans le logiciel. Dans les modèles de développement itératifs et incrémentaux, les livraisons séquentielles des différents lots, des différents incréments, permettent généralement de traiter les anomalies de la même manière que lors des cycles de développement séquentiel, si ce n'est que nous avons plusieurs cycles séquentiels qui se suivent. Les cycles de développement comme Rational Unified Process ou RAD, Rapid Application Development, peuvent être traités exactement comme des développements séquentiels. Ce que nous voyons très fréquemment, c'est les nouveaux cycles de développement agile. Dans un cycle de développement agile, avec des livraisons très fréquentes, quotidiennes par exemple, et via des daily builds ou hebdomadaires, l'implémentation de ce concept est beaucoup plus ardue. En effet, le principe d'un développement agile est que conception, réalisation et test soient très fortement imbriqués. Les défauts à corriger peuvent être intégrés dans le backlog et traités comme des évolutions dans le cadre d'une intégration continue. Les corrections peuvent, elles, être intégrées continuellement et quotidiennement dans le code et subir du test automatisé de non-régression. Il est certain que la proximité des équipes de développement et de test peut amener à la perte ou à la non-déclaration de certaines anomalies qui empêcheront un reporting détaillé qui est absolument nécessaire. Certains modèles de développement agile, comme TDD, Test Driven Development, impliquent
la conception de tests automatisés avant même la conception du code que ce test est supposé vérifier. Dans un tel contexte, il est évident que la première exécution du test donnera un résultat fail, une défaillance, car le test n'est pas encore conçu. Dans ce cas, et uniquement dans ce cas, il n'est pas nécessaire de noter l'anomalie dans un outil de gestion d'anomalie, car l'anomalie existe de façon intentionnelle. Par contre, dès que le code est réalisé, il peut être intéressant de noter toute anomalie dans l'outil de gestion des anomalies. On voit donc que la manière d'utiliser un outil de gestion d'anomalies, quel qu'il soit, un processus de gestion d'anomalies, sera différent selon qu'on est dans un développement agile, dans un développement de type TDD ou dans un développement plutôt séquentiel. L'objectif d'un rapport d'anomalie, aussi appelé fiche d'incident, rapport de défaut, etc., est de montrer comment une anomalie apparaît de façon à permettre la correction de cette anomalie et vérifier la bonne correction de cette anomalie, voire d'en identifier les causes racines afin d'éviter une reproduction de même typologie d'anomalie dans le futur. Cela sous-entend qu'il est nécessaire d'avoir un support écrit à cette transmission d'informations. Le rapport d'anomalie avec les diverses pièces qui lui seront jointes permettra à l'équipe de triage de comprendre en quoi cette anomalie est importante à corriger, l'impact sur l'utilisateur, sur le client, sur le projet, et donc de définir l'urgence de correction de cette anomalie. Cela permettra aussi à l'équipe de réalisation de reproduire l'anomalie, d'en identifier les causes et bien entendu de les corriger. Ultérieurement, ça permettra à l'équipe de test de vérifier que l'anomalie est correctement corrigée, sans effet de bord ou impact négatif sur l'application. Cela permettra aussi d'analyser l'ensemble des anomalies afin d'identifier des causes racines récurrentes, des composants montrant des agrégats de défauts ou des processus qu'il pourrait être intéressant d'améliorer. Un manque de précision dans l'écriture du rapport d'anomalie peut résulter en un rejet de l'anomalie au motif qu'elle n'est pas reproductible, en des demandes de précision qui vont retarder la correction de l'anomalie et rendre plus chère cette correction d'anomalie. Cela peut aussi résulter en l'impossibilité de vérifier la correction correcte de l'anomalie par l'équipe de réalisation après que cette anomalie ait été corrigée, voire l'incapacité d'identifier des composants à améliorer, par exemple les composants ayant déjà des agrégats de défauts, l'incapacité à mesurer et identifier des modes de gestion incorrects, par exemple du ping-pong entre les équipes de développement et les équipes de test qui font perdre du temps sans améliorer le logiciel, voire des pertes récurrentes d'efficacité et de rentabilité dans la conception du logiciel suite à la mise en œuvre de processus qui ne sont pas optimisés et qui font que l'on perd du temps et donc de l'argent lors de la gestion des anomalies. La gestion des anomalies a pour objectif de permettre de corriger les anomalies. Et donc, les actions liées à l'identification et la gestion des anomalies sont, hélas, souvent longues et frustrantes. Les acteurs peuvent être fatigués, irrités, et cela peut parfois se répercuter dans la rédaction des informations introduites dans le rapport d'anomalie. C'est un travers qu'il faut absolument éviter. Un rapport d'anomalie doit être neutre, complet, impartial et non tendancieux. Ce n'est pas un substitut à l'email ou à un courrier. L'objectif est bien de fournir de l'information utile permettant une correction de l'anomalie. Toute information tendancieuse ou commentaire négatif aura comme seul effet d'augmenter le stress des équipes, que ce soit des équipes de test ou des équipes de développement, sans pour cela améliorer l'efficacité des corrections. Il y a un certain nombre de méprises qu'il faut identifier ici, ou en tout cas éviter, y compris les suivantes. D'une part, attaquer les développeurs ou émettre des affirmations qui pourraient être interprétées comme des attaques. D'autre part, critiquer l'erreur sous-jacente et donc les capacités des programmeurs qui auraient fait cette erreur. Utiliser de l'humour est quelquefois utile dans des communications écrites. Cependant, l'humour ou le sarcasme peut facilement être vu négativement ou être vu comme une attaque. Bien entendu, exprimer de la frustration, de la colère au sujet de cette anomalie ne sera jamais bien reçu. Donc, les rapports d'anomalie devraient être limités à un énoncé de faits sans une quelconque évaluation de tendancieuse ou non
des capacités des développeurs et des testeurs. Les rapports d'anomalie, une fois écrits, font partie des données permanentes du projet. Donc vous ne savez pas qui lira ces rapports. Parfois vous regretterez un commentaire fait dans l'irritation du moment, spécifiquement si ce commentaire est pris hors contexte plus tard. Introduire des informations négatives ou laisser libre cours à sa frustration dans un rapport d'anomalie peut aussi amener des conséquences négatives telles que imaginez qu'une anomalie critique empêche la livraison d'une application. Une personne à un niveau élevé de la hiérarchie souhaitera probablement lire le rapport d'anomalie et se faire une opinion personnelle. Si le rapport d'anomalie comprend des commentaires négatifs, il est certain que les auteurs, réviseurs et autres acteurs de ce rapport seront identifiés et de ce fait, cela ne facilitera pas les échanges futurs sur le projet et introduira peut-être de la friction sur d'autres projets. Une anomalie n'est pas associée au comportement d'un logiciel ou d'un ensemble, est associée au comportement d'un logiciel ou d'un ensemble de logiciels interconnectés qui s'exécutent dans une configuration donnée, comprenant des matériels, des logiciels, etc., systèmes d'exploitation, gestionnaire de réseau, etc. Toute modification d'un élément de cette chaîne matériel-logiciel peut modifier le comportement de cette chaîne. Donc il est important de s'assurer que les informations de version et de configuration soient correctement renseignées pour que les équipes de réalisation, de développement ou de programmation soient en mesure de reproduire le comportement anormal et le corriger. Le nombre important de composants matériels et logiciels qui peut être utilisé peut amener à définir des métaversions, quelquefois aussi appelées des paliers, qui représentent une combinaison connue de plusieurs composants. Nous pourrions par exemple avoir le système d'exploitation avec sa version, le système de base de données avec sa version, et les divers logiciels qui interagissent les uns les autres avec leurs versions respectives, y compris les versions des différentes DLL, API, etc. L'ensemble de ces versions, y compris des versions de base de données, des versions d'écran, etc., pris ensemble, définira ce que j'appelle un palier. Les corrections des anomalies seront implémentées toujours sur une version spécifique du logiciel qui sera certainement différente de celle où l'anomalie est identifiée, vu que l'on fournit une nouvelle version du logiciel ou d'une partie du logiciel. Cette version peut être avant la correction de l'anomalie, une version prévue, ou après la correction de l'anomalie et vérification de cette correction, une version existante actuelle. La liste des anomalies corrigées par version est une information souvent très utile pour les clients associée aux versions livrées. Il est bien entendu que dans une version, on va aussi inclure des améliorations de nouvelles fonctionnalités, voire des évolutions ou des corrections d'anomalies, bien entendu. Je ne sais si vous avez dans votre entreprise un comité de triage de ces anomalies. Premièrement, définition ce que c'est. Un comité de triage, aussi appelé comité de gestion d'anomalies, détermine quelles sont les anomalies qui seront corrigées et quand, dans quelle version du logiciel ces anomalies seront corrigées. L'origine de ce terme de triage vient des hôpitaux militaires où, pendant la guerre, on est amené à choisir, en cas d'arrivée d'un blessé, si le blessé sera soigné directement et renvoyé au front, si le blessé sera, comment dirais-je, soigné et envoyé à l'arrière pour convalescence, ou si le blessé est trop mortellement atteint et qu'il ne lui faut simplement qu'un petit peu de morphine pour faciliter son passage de vie à trépas. Dans le cadre des anomalies, ce que nous allons faire, c'est décider, sur base des diverses considérations de risque, de délai, de coût de correction, ce que nous allons faire concernant chacune de ces anomalies. Est-ce qu'elles seront identifiées, corrigées, retestées et ensuite livrées, ou bien est-ce que l'on va les considérer comme étant, par exemple, des limitations? En termes de risque, nous parlons toujours de la probabilité et de l'impact d'une anomalie si elle est laissée dans le logiciel, mais aussi des impacts en termes de délai et de coût si une anomalie ou des anomalies sont corrigées. Les décisions du comité de triage sont souvent de trois types, comme en cas d'hôpital militaire. Soit on corrige tout de suite l'anomalie car elle a un impact important pour les utilisateurs et l'impact sur la durée du projet est suffisamment mineur. Soit
on décide de corriger l'anomalie plus tard, parce qu'elle nécessitera un effort de développement plus important, soit, finalement, on peut très bien décider de ne pas corriger l'anomalie, de vivre avec elle, et de la considérer comme étant une limitation du logiciel. Le comité de triage est fortement impliqué à la gestion de configuration et au CCB, Configuration Control Board, le comité de gestion des configurations, de façon à synchroniser les évolutions et les corrections d'anomalies, les évolutions du logiciel et les corrections des anomalies. Ceci permet aussi de décrire quelles anomalies sont corrigées dans quelle version, quelle release ou quel patch de l'application. Dans le monde agile, le comité de triage peut être informel et comprendre le client ou le product owner et les membres de l'équipe pour toutes les anomalies identifiées lors de la phase d'acceptation du sprint. Je rappelle que l'une des recommandations d'Agile est de corriger les anomalies dès qu'elles sont identifiées. Toute anomalie identifiée par les développeurs lors de la conception et des tests unitaires ou de tests de composants, voire des tests d'intégration continue, toutes ces anomalies devraient être immédiatement corrigées. L'absence de triage d'anomalies implique que l'on va considérer que les anomalies sont toutes de même poids et doivent être traitées de la même façon. Ceci est manifestement erroné, certaines anomalies étant plus critiques que d'autres. Dans le cas de projets agiles, la correction immédiate d'une anomalie lors de son identification peut avoir un impact sur la durée du sprint, selon le moment où l'anomalie est identifiée. Donc, quand on va gérer le sprint ou la deuxième itération ou les itérations suivantes, on va devoir inclure à la fois les anomalies et donc l'effort de développement, l'effort de test sur les anomalies que l'on a identifiées dans les sprints précédents et qui sont dans le backlog, et on sera aussi obligé de prévoir une certaine réserve, un certain temps qui sera là pour corriger les anomalies que l'on identifie lors de ce sprint. Si le processus de gestion des anomalies définit clairement les règles liées à la correction ou non des anomalies, à ce moment-là, cette durée et cette gestion, cette décision de correction des anomalies peut varier selon l'interprétation individuelle ou des considérations personnelles pour chaque anomalie, même si ce sont des anomalies similaires. Donc il est important d'avoir un processus de triage de nos anomalies de façon à gérer nos anomalies tout au long du projet. Ensuite, nous avons aussi tout ce qui concerne l'absence d'historique lié aux défauts. La gestion des anomalies implique la définition d'un processus clair faisant passer l'anomalie de l'étape nouvellement identifiée à l'étape clôturée. Alors, je vais essayer de prendre le marqueur de façon à vous montrer par où on doit aller. Nous allons donc passer de l'état nouveau à l'état ouvert, sachant que il faut bien entendu s'assurer dans ce passage de l'état nouveau à l'état ouvert que l'anomalie a été correctement identifiée, que c'est bien une anomalie. Et on va devoir fournir cette information sous forme d'information historique. Ensuite, à un certain moment, cette anomalie va être considérée comme étant ouverte, soumise au groupe de triage, au processus de triage, qui peut décider de la rejeter, voire de demander des précisions et de la ramener à son niveau ouvert. Après cela, de cet aspect ouvert, on va décider de l'affecter et de demander sa correction. Cette décision va bien entendu, elle aussi, être stockée dans l'historique. L'affectation à un développeur peut très bien aussi se voir itérer pour affecter l'anomalie à un nouveau développeur ou à un autre développeur. Ensuite, l'anomalie sera considérée comme étant corrigée et puis vérifiée par l'équipe de test après qu'elle ait été générée au sein d'un nouveau build. Il est évident que le testeur peut considérer que l'anomalie est toujours présente, auquel cas elle sera réouverte, et donc réaffectée.
De la même manière, nous pourrions très bien avoir des anomalies qui, une fois qu'elles ont été réouvertes, sont considérées comme étant beaucoup trop longues à corriger et donc auront une décision de report à une version ultérieure. Une fois que l'anomalie a été considérée comme étant vérifiée, que l'on a aussi fait du test de non-régression sur le reste de l'application pour voir que des informations erronées n'ont pas été introduites ailleurs, eh bien, on va stocker l'information dans l'historique et on va livrer l'application en production. Une fois que l'application a été livrée en production, l'anomalie va être considérée comme étant clôturée. Bien entendu, on peut reporter des anomalies à divers moments, que ce soit au moment où elle a été ouverte, affectée, réouverte, voire même peut-être vérifiée. Encore que cela m'étonnerait. Chaque fois que l'on passe d'un état à l'autre, eh bien, il est nécessaire de stocker cette information dans l'historique, de façon à pouvoir faire des statistiques sur ces passages d'un état à l'autre, et donc d'un propriétaire. Ici, le propriétaire est le testeur, ici, le propriétaire est l'équipe de triage, ici, les propriétaires sont les développeurs ou l'équipe de développement. Ensuite, c'est à nouveau les testeurs. Peut-être avez-vous une équipe de livraison qui va gérer les livraisons. Mais à la fin, le propriétaire est le test manager et c'est le test manager qui va devoir identifier tout ce qu'il est possible d'identifier avec ces anomalies. C'est-à-dire, est-ce que le traitement, le passage d'une anomalie à la suivante, ou plutôt d'un état au suivant pour chaque anomalie, s'est-il fait dans de bonnes conditions? Est-ce que l'on a identifié ce qui s'est passé, etc. Donc, chaque anomalie de gestion, en tout cas chaque activité de gestion de chaque anomalie, va comprendre des informations écrites qui vont être introduites dans le rapport d'anomalie, peut-être sa relecture, la relecture du rapport d'anomalie et la correction des informations qui confirment la réalité de l'anomalie. La lecture est la décision d'affecter l'anomalie à une catégorie par l'équipe de triage, que ce soit la catégorie rejetée, reportée ou affectée. Et bien entendu, on va devoir remplir à chaque étape divers champs du rapport d'anomalie selon les divers propriétaires. Ensuite, dans la dernière étape, on va pouvoir identifier que, en effet, l'anomalie a été confirmée comme étant corrigée. Et bien entendu, ultérieurement, on va clôturer cela. En moyenne, mises bout à bout, les activités de gestion d'une anomalie prennent, d'après ce que j'ai pu voir, de l'ordre de 2 heures par anomalie. Quelquefois moins, quelquefois plus, ça varie entre 1 et 4 heures. Je parle ici uniquement des activités de gestion, c'est-à-dire du temps que un développeur, un chef de projet de test, prend pour écrire l'anomalie, relire l'anomalie, faire les tests de confirmation, donc la vérification que l'anomalie a été corrigée, ou le pourcentage de tests de non-régression affectés à cette anomalie. Si nous multiplions ces 2 heures par le nombre d'anomalies remontées, nous avons la charge de travail qui n'a peut-être pas été identifiée en début de projet, et donc il est très important de mesurer cette charge et de l'ajouter à la charge de correction des anomalies par les développeurs. De plus, limiter le nombre de boucles d'itération entre équipes de test et équipes de développement, ce que j'appelle le ping-pong entre l'équipe de test et le développement, limitera à la fois les délais et les coûts de chaque anomalie. Il est évident qu'une anomalie qui est ouverte, affectée, corrigée, réouverte, réaffectée, recorrigée, revérifiée par l'équipe de test et réouverte à nouveau, pour être ensuite de nouveau affectée, corrigée, vérifiée et ensuite livrée, nécessitera, vu qu'il y a 3 itérations,
si l'on a 2 heures par anomalie, 6 heures au minimum de travail, au lieu de 2 si l'anomalie avait été identifiée, affectée, corrigée et vérifiée une seule fois. Donc il y a quand même 4 heures, soit 2 itérations en trop. 2 itérations pour une anomalie peut ne pas paraître très important, cependant si vous multipliez cela par plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'anomalies, vous avez une charge de travail non négligeable. Nous avons vu que dans l'aspect de clôture ou de report, la dernière phase, toutes ces informations sont avec un propriétaire qui est le test manager. Il est donc important que le test manager puisse se baser sur des données exactes et historiques pour pouvoir faire des statistiques claires et exactes sur base des anomalies. Par exemple, quels sont les composants qui ont le plus d'anomalies? Souvenez-vous, c'est quelque chose qui est défini au niveau fondation comme étant l'un des 7 processus habituels du test. Nous avons aussi la possibilité d'identifier quels sont les moments dans le projet où une anomalie a été identifiée. Est-ce que c'est pendant la phase descendante du V, ou est-ce que c'est pendant le test unitaire, pendant le test d'intégration, pendant le test système, voire pendant les tests d'acceptation, ou même les tests en production. Donc, identifier quand l'anomalie a été trouvée nous permettra aussi de définir à peu près combien elle va coûter à corriger. Bien entendu, on peut le mesurer en termes de charge de travail associée à chacune des anomalies, chose que l'on peut aussi stocker par anomalie. S'il est vrai que toutes ces informations sont utiles dans un monde séquentiel, il est aussi important de noter que dans un monde agile, ces étapes historiques et ces passages de témoins entre les différents propriétaires sont importants de noter. Il me semble que, en effet, si vous souhaitez identifier les causes racines des anomalies, que ce soit au cours de chaque sprint ou à la fin de chaque itération, avoir ces informations vous permettra à vous, test manager ou analyste de test dans un monde agile, d'identifier les actions qui pourraient être mises en œuvre, les bonnes pratiques, afin de traiter les anomalies le plus tôt possible et de vous assurer que tout le monde est bien acteur pour améliorer la qualité. Si les bonnes pratiques agiles sont mises en place et que les anomalies sont corrigées au plus près de leur moment d'identification, on sera très proche du confinement en phase, mais ce n'est pas toujours le cas. Et pour les anomalies identifiées en test d'acceptation ou en production, il est important de pouvoir aussi avoir un processus de gestion cohérent et sans faille. Donc, même si vous faites du développement agile, du développement itératif avec des itérations courtes, avoir un mode qui couvre aussi la livraison, voire les tests d'acceptation, vous permettra d'avoir quelque chose qui vous permettra de mieux évaluer les risques d'anomalies, les causes d'anomalies, et derrière, de mettre en œuvre des actions pour limiter la création de nouvelles anomalies, du même type bien entendu. Bien. Alors, il y a aussi les aspects de reporting. La première chose qu'on se pose comme question sont à qui faire un reporting, pourquoi, qu'est-ce que l'on va remonter, etc. Le reporting permet aux diverses parties prenantes d'identifier l'état d'avancement du projet et, dans le cas de la gestion des anomalies, l'état des anomalies. Divers éléments doivent être pris en compte tels que quelles sont les anomalies découvertes et quelles sont les anomalies corrigées. Ici, nous allons parler du taux de découverte, c'est-à-dire le nombre d'anomalies découvertes par période de temps, et aussi du taux de correction, le nombre d'anomalies corrigées par période de temps, sachant que cela doit être dépendant du niveau de criticité. On se rend bien compte que si on trouve des anomalies et que finalement on ne corrige que les anomalies faciles à corriger, ce qui restera seront des anomalies difficiles à corriger, qui prendront plus de temps et qui retarderont la correction. On va aussi devoir mesurer la durée de correction des anomalies selon leur criticité, afin d'identifier si les équipes de développement sont correctement dimensionnées. Nous pourrions très bien avoir des cas où une équipe de développement est très fortement impliquée dans la définition et la conception de nouvelles fonctionnalités, et donc n'a quasi aucune capacité à corriger des anomalies
ce qui veut dire que les durées de correction des anomalies seront probablement beaucoup plus longues que prévu. L'intérêt d'identifier la durée de correction nous permettra d'identifier le temps moyen de correction de toutes les anomalies. Donc si, comme dans le schéma ici en haut à gauche, nous voyons que le nombre d'anomalies identifiées est relativement important, c'est ce que nous voyons ici, et que on continue à avoir une courbe croissante des anomalies identifiées par jour, il est fort probable que nous n'aurons jamais terminé, ou en tout cas pas si nous ne mettons pas un effort important. On le voit d'autant plus sur cette courbe-ci, qui est la courbe moyenne de correction des anomalies. On voit que l'on est ici à une durée moyenne de l'ordre d'une douzaine de jours, alors que nous avions identifié 4 ou 5 jours comme étant le temps moyen de correction d'une anomalie. On se rend bien compte que si nous avons ces deux statistiques sont bien entendu liées. Nous voyons que si nous avons à peu près 175 anomalies anomalies à corriger qui sont en backlog, eh bien, sachant que nous avons en moyenne 15 jours de correction, ça va nous faire une durée relativement importante avant que toutes nos anomalies ne soient corrigées, et cela même si nous n'en trouvons pas de nouvelles. Bien. Autre chose qui peut être intéressante, les causes racines de nos anomalies. Qu'est-ce qui a généré ces anomalies et aussi où ces anomalies ont-elles été regroupées? Nous pourrions par exemple voir des informations en termes de phase d'introduction, quand l'anomalie a été introduite, quand l'anomalie a été découverte et quand l'anomalie a été corrigée, de façon à voir s'il y a réellement ou non un confinement en phase présent pour chacune de nos activités de développement. Si c'est le cas, nous sommes optimisés. Si ce n'est pas le cas, nous avons des activités à faire pour être dans un état optimal. Autre chose que nous pouvons mesurer, c'est l'activité en cours quand on a détecté l'anomalie. Exemple, si pendant une phase de test système, nous relisons une exigence et nous révisons un document d'exigence, l'activité en cours est bien une activité de revue de documents. Et donc, avoir des statistiques, par exemple, telles que cette statistique en haut à droite sur, non pas des fonctionnalités, mais sur des types d'activités, nous permettra peut-être d'avoir un graphe de Pareto reprenant les activités ayant permis de détecter le plus d'anomalies. Nous pouvons bien entendu trouver d'autres choses, regrouper avec le même type de graphique les anomalies par fonctionnalité. Ici, fonctionnalité 1, fonctionnalité 2, fonctionnalité 3, etc. Ou bien par composant. Composant 1, composant 2, composant 3. Pour pouvoir avoir des statistiques exactes et correctes, il est très important d'avoir de bonnes données brutes. Mais ce qui est plus important quand on a des statistiques, c'est d'essayer d'identifier des tendances qui peuvent être tirées de ces données brutes. Ces tendances reflètent des informations peu ou non visibles si l'on ne regarde que les données brutes. Des graphiques avec des courbes de tendance permettent d'agréger des données afin de détecter ces tendances. Je pense par exemple à ce schéma dans la partie inférieure gauche de l'image. Vous voyez cette ligne rouge que j'ai notée, eh bien, elle permet d'identifier le temps moyen de correction de toutes ces anomalies, sachant qu'on en a quelques-unes qui vont jusqu'à 30-35 jours de correction. Si la durée moyenne de correction d'une anomalie tend à croître, on peut en déduire que soit les personnes affectées aux corrections tendent à être débordées par les anomalies, par leur nombre ou par la complexité de leur correction. On peut aussi avoir un autre cas. Les gens sont peut-être affectés à d'autres tâches. Autre exemple, si le nombre d'anomalies corrigées correspond au nombre d'anomalies trouvées, et que les courbes sont parallèles, un petit peu comme nous avons ici dans le schéma supérieur gauche, eh bien, ça veut dire que le niveau de qualité ne sera probablement pas atteint rapidement. On voit que cette courbe
rouge étant à peu près parallèle à la courbe verte, eh bien, nous serons probablement à ce niveau-ci, soit aux alentours de 3000-3500 anomalies identifiées à la fin de notre projet. Donc, identifier le nombre de défauts auxquels on s'attend en début de projet, par exemple selon le nombre de lignes écrites ou le nombre de points de fonction conçus, est une chose qui nous permettra aussi de définir quand nous saurons trouver toutes les anomalies associées à cette version du logiciel. De nombreuses métriques peuvent être associées au rapport d'anomalie. On peut analyser ces mesures et ces tendances afin d'identifier des axes d'amélioration à la fois pour les composants, mais aussi pour les processus. Exemple, le DRE, le Defect Removal Efficiency, l'efficacité de suppression des défauts, permet de mesurer la qualité des logiciels fournis aux clients par l'intermédiaire du nombre de défauts identifiés par les utilisateurs et corrigés par l'équipe de développement. Si l'on prend le DDP, le Defect Detection Percentage, qui est le pourcentage de détection de défauts, nous identifierons les défauts et bien entendu le pourcentage de défauts identifiés par chacune des activités de test, que ce soit les activités de revue, de tests statiques, de tests dynamiques utilisateurs, de tests de composants, de tests d'intégration, de tests système ou de tests d'acceptation, voire de chacune des techniques telles que techniques exploratoires ou techniques systématiques. Les processus de développement sont conçus pour développer sans générer de défauts. Donc, si on a des anomalies, c'est probablement le fait d'une défaillance de ces processus ou des personnes qui les mettent en place. Si les processus ne sont pas améliorés, il est certain qu'il y aura dans le futur génération de nouveaux défauts identiques et donc augmentation des délais de livraison et des coûts de réalisation. Bien entendu, les processus ne sont pas les seuls en cause. Nous avons aussi le cas de développeurs, de concepteurs, qui n'ont peut-être pas une formation adéquate, une formation technique ou une formation méthodologique ou une formation au métier du client, et donc une meilleure perception de la qualité sera peut-être nécessaire de façon à améliorer l'efficacité de nos développeurs. S'améliorer continuellement et itérativement est une politique d'amélioration des processus raisonnable et bon marché, même si pour certains elle est considérée comme étant trop importante, car au niveau 5 de CMMI. Si vous n'avez pas de métrique ni d'identification de tendance, il vous sera difficile d'identifier les processus qui génèrent plus d'anomalies que d'autres. Souvent, on ne se souvient que des anomalies les plus marquantes, celles qui ont le plus impacté le projet, mais on ne mesure pas la somme des toutes petites pertes d'efficacité associées à un nombre d'anomalies importants, mais des typologies d'anomalies moins marquantes. De la même manière, la détection d'anomalies par des techniques de test peut être plus ou moins efficace, utiliser plus ou moins d'efforts, de temps de travail des testeurs. Et il sera donc intéressant d'identifier les techniques les plus efficaces et les plus rentables afin de les utiliser le plus précocement possible, ce qui permettrait une correction dans les meilleurs délais, à moindre coût, et un confinement en phase. Les métriques mesurées de tendance identifiées permettront de mesurer plus finement les processus qui génèrent des anomalies, et donc ce sont ces processus-là qu'il faudra optimiser en priorité. Alors, qu'est-ce que nous avons que nous pourrions mesurer en termes d'éléments à mesurer? Nous pouvons mesurer les anomalies et le nombre moyen d'anomalies identifiées en production, en test, selon leur criticité. Nous pouvons aussi associer, comme est défini sur ce schéma en haut à droite, des anomalies par composant, par fonctionnalité, par typologie de composants, mais nous pouvons aussi mettre ces anomalies en rapport avec l'effort de test que nous avons effectué. C'est ce que nous voyons ici dans le schéma en bas à droite, où nous avons les barres grises, j'espère que vous pouvez les voir, qui représentent le pourcentage de tests effectués. Et l'on voit que ici, sur cette 5e colonne, il y a un pourcentage important de tests, près de 80% des tests qui ont été trouvés. Et en rouge, vous avez le pourcentage d'anomalies affectées à telle ou telle
catégories de risque qualité. Ici, nous avons fonctionnalité, gestion des changements, fiabilité, etc. Vous pouvez les traiter sur base des risques ou des critères qualité, voire des caractéristiques qualité de la norme ISO 9126 ou de son futur remplacement à la norme 25010. Vous pouvez aussi faire la même statistique sur base des composants. Cette barre rouge représente le pourcentage d'anomalies identifiées ici dans les fonctionnalités, la somme de toutes les barres rouges représentant 100%. Et donc on peut voir quels sont le pourcentage d'anomalies qui ont été identifiées sur, ici, chaque catégorie de risque. On parle bien de pourcentage, pas de valeur pure. Donc il se pourrait très bien que nous ayons 40% des fonctionnalités, des tests de fonctionnalité qui aient été exécutés, qui est défini, identifié 15% des anomalies. Faites attention, ne mélangez pas les aspects de pourcentage et de valeur pure. Bien. Certaines personnes considèrent que tout doit être corrigé, d'autres considèrent que simplement certaines choses doivent être corrigées. Certaines anomalies sont plus importantes que d'autres, c'est évident. Bien qu'il serait préférable de livrer un logiciel ne contenant aucun défaut, cet objectif n'est pas réalisable, ni même économiquement rentable. Une anomalie cosmétique sera généralement mineure, et une anomalie qui empêche le bon fonctionnement de l'application sera généralement considérée comme majeure. La décision de livrer un logiciel dépend souvent d'une combinaison de facteurs économiques et de délais. Exemple, le service fourni par le logiciel dans l'état actuel de celui-ci, parfois appelé niveau de qualité, le coût économique de la correction, du ou des défauts restants en termes d'efforts, de nécessité de retest, d'impact commercial, etc. Et bien entendu d'impact en termes de délai. Les diverses considérations contractuelles, par exemple s'il y a des pénalités de retard, les diverses considérations administratives telles que la disponibilité des équipes de conception, de test ou de livraison. Donc on va corriger en fonction de l'impact de l'anomalie ou des anomalies à corriger, surtout, je dirais, en termes de délai client ou délai de correction. On se rend compte que tout ceci peut se traiter sur base d'une gestion des risques, le risque potentiel du défaut s'il apparaît en production, et le coût associé à la correction du défaut avant la livraison au client. Si le risque associé à l'anomalie est moins important que le coût de la correction de cette anomalie, il peut être judicieux de ne pas corriger cette anomalie. Cependant, prenez en compte que le nombre de défauts est aussi important. Un nombre important d'anomalies mineures aura comme résultat de miner la confiance des clients dans la qualité du logiciel. Cela, que nous ayons un développement séquentiel ou un développement agile avec des scrums quotidiens. Nous avons à peu près fait le tour de tout ce que nous pouvons identifier en termes de gestion d'anomalies. Il est évident que nous pourrions aller plus dans le détail et trouver d'autres éléments. Mais je pense que nous avons à peu près fait le tour des grands éléments à traiter. Premièrement, première question, est-ce qu'il faut une gestion d'anomalies? Oui, c'est évident, et cela dès le début du projet. Nous voyons ici une statistique nous provenant d'une société en Angleterre qui a été vérifiée et validée par un certain nombre de collègues, où nous voyons que le coût initial d'une anomalie pendant du test, souvent du test statique, c'est-à-dire les phases de relecture d'exigence, de relecture de spec, d'architecture, c'est une valeur relativement basse. Et à partir du moment où on commence à faire du codage, on est déjà 10 fois plus cher. Une fois qu'on commence à faire des tests, voire les tests système, on est 100 fois plus cher. Et une fois qu'on est en production, dirais-je, en acceptation, on est quasi 1000 fois plus cher. Est-ce que ces valeurs seront les mêmes pour vous, ou bien est-ce que vous allez vous retrouver avec quelque chose qui est un petit peu plus bas, tel que ceci par exemple? Honnêtement, je n'en sais rien, c'est à vous à le mesurer, mais il est certain que vous aurez quand même un avantage extrêmement important à corriger vos défauts le plus tôt possible. Alors, est-ce qu'il faut lier la gestion des anomalies au support hotline?
je vous le suggère. Est-ce qu'il faut adapter votre gestion d'anomalies à votre cycle de développement? Bien entendu, surtout dans le cas de développement agile, de développement où nous avons ce qu'on appelle du test-driven development. J'ai regroupé dans cet quatrième aspect tout ce qui concerne l'importance des informations introduites. C'est extrêmement important pour reproduire les anomalies, mais aussi pour être certain qu'on est bien dans le même environnement et réduire les frictions entre les diverses équipes de test et de développement de façon à être certain que tout soit correct. Est-ce qu'il est important de mettre en place une équipe de triage? Oui. Vous pourriez très bien utiliser la même équipe que l'équipe de gestion de configuration, qui vont donc gérer les diverses configurations des diverses parties de l'application que vous mettez en production, et vous pouvez considérer que c'est fait par l'équipe de développement agile, dans les autres cas, quand vous travaillez en agile. Le reporting est nécessaire et sera obtenu via l'introduction de toutes les données. On a vu cela en termes d'informations introduites, mais aussi, en fait, d'analyse de l'historique qui a été remonté au fur et à mesure de chacune des étapes de l'anomalie. Ceci est nécessaire de faire du reporting afin d'éviter de retomber dans les mêmes processus incorrects et donc de corriger ces processus, de les améliorer, bien entendu pour les processus de test, mais aussi pour tout ce qui peut être des processus de développement. Ensuite, nous avons l'aspect de correction des anomalies. Est-ce que toutes les anomalies doivent être corrigées? Pour moi, ça dépend. Cela dépendra de votre environnement métier. Est-ce que vous êtes dans un environnement métier de type aéronautique, spatiale ou à sécurité critique? Dans le cas-là, généralement, vous êtes obligé de tout corriger. Est-ce que vous êtes dans un environnement métier où la qualité est très importante et doit être corrigée le plus tôt possible? Ce que nous pouvons voir de plus en plus, c'est que nous avons des mises à jour fréquentes de nos applications. Je pense aux mises à jour que vous recevez sur votre téléphone portable, aux mises à jour que vous avez sur tous les logiciels qui sont installés sur votre système d'exploitation, que ce soit les mises à jour de Windows ou autres. Et donc, vous vous rendez bien compte que l'obligation de correction est présente. Par contre, l'obligation d'installer la correction n'est peut-être pas toujours imposée. On a besoin de aussi mesurer l'impact de l'anomalie sur le produit, sur le client, mais aussi en termes de délai sur le projet, de façon à ne pas retarder outre mesure la livraison de l'application avec les fonctionnalités qui sont entièrement définies. Bien, nous avons à peu près terminé ce webinaire. Je vous remercie de votre attention. Comme vous le savez, TESCO fournit des formations ISTQB avec le niveau fondation, y compris l'extension agile, en e-learning, en intra et en inter, ainsi que, c'est assez récent, en classe virtuelle. L'intérêt des classes virtuelles est sur 3 jours, d'avoir 3h30 de webinaire comme celui-ci, où vous pouvez interagir avec le présentateur, écouter le formateur, poser des questions, et en plus, avoir tous les avantages de la formation en e-learning. Nous avons la même chose en termes de niveau avancé. Nous fournissons le niveau avancé Test Manager, Test Analyst et Technical Test Analyst. Et nous couvrons aussi tout ce qui concerne la gestion des exigences, avec à la fois l'IREB et le REGBI. IREB étant plus ancien que REGBI et couvrant divers aspects, des aspects un petit peu différents de REGBI. Vous avez tous les niveaux, que ce soit fondation ou avancé en termes d'ingénieur en gestion d'exigence ou de gestionnaire en exigence. Nous proposons aussi des formations en test agile et mobile, avec par exemple CMAP, qui est Certified Mobile Application Professional. On est fourni le test de ce type d'application, donc c'est sur smartphone, sur applications mobiles et tablettes.
Une fois que vous avez développé votre logiciel va être mis sur votre système d'information et il sera important pour vous de vous assurer que votre système d'information est sécurisé. Donc, nous vous proposerons aussi des formations et des certifications IBI-TGQ proposées via les standards ISO 27000, 27001, 27002, 27003 et 27005. Notre prochain webinaire sera sur la planification et la mesure des tests. Il aura lieu le 17 novembre, dans à peu près un mois. Donc n'hésitez pas à suivre notre société, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en participant au groupe. Bien, écoutez, je vous propose donc de clore ce webinaire et de recommencer un nouveau webinaire le 17 novembre, c'est un lundi, à la même heure, 14h30, de façon à ce que vous puissiez voir comment planifier et mesurer des tests avec des métriques bien claires. Je vous souhaite une très très bonne journée, je vous remercie de votre attention. Au revoir.